Ma richesse, c'est l'art des corps et le gros cœur. Quand t'as 18 ans, 19 ans, tu roules en Ferrari. T'as déjà vu un top modèle avec un postier ou un pompiste? Je suis remonté comme une fusée. Je te dis pas ce que je me garde. Brad. Quand on t'entend, t'es un vrai personnage. Certains peuvent se dire c'est de la fiction, c'est pas possible. Ce monde, j'ai tout. Je suis le mec qui ramène l'argent. Je suis un macho. Premier point. Je n'avais plus rien. J'aurais même pas pu prendre le train pour rentrer. J'ai inventé le Airbnb avant tout le monde. 3-4 ans après, on se fait tirer dessus en pleine nuit par... Et donc, à 16 ans, ils m'ont foutu dehors. Éclatez-vous. On n'a qu'une vie. C'est très dur. C'est très dur. Parce qu'elle m'a enlevé mon fils. Elle m'a enlevé des moments d'un mec avec un... Ouais. Faut que j'arrête un peu. Je suis désolé. Bonjour Laurent, bienvenue. Merci. Écoute, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu as une histoire qui est passionnante. Et j'aimerais voilà, qu'on approfondisse plein de sujets ensemble aujourd'hui. Ta vie perso, ta vie pro, tu réponds pas. Voilà, c'est une interview sans filtre. Ça va. Laurent Fernandez, 58 ans, père de plusieurs enfants, plusieurs femmes, ça va de soi, plusieurs vies, né dans le 93, le 9-3, le fameux 9-3, Montfermeil, les Bosquets, Bernard Tapie, les tours qui tombent. En gros, je suis fils d'un petit-fils réfugié, Eusebio Fernandez, mon père Fernandez, et qui avait fui les fachos, le franquisme, et qui est venu donc s'installer dans le sud de la France, où il était tonnelier. Et puis on a fini dans le 93 à Montfermeil. Donc toi, Les Bosquets, c'est là où je suis né. tu as une enfance heureuse, des parents J'ai eu une aimants. enfance, je dirais, mon père faisait 11 stations de métro pour aller étudier, être architecte, il tournait du béton. D'accord. Mon grand-père faisait des routes pour Bouygues et les ponts. D'accord. Et de l'autre côté, ma mère vendait des chaussures chez Eram et aux Chênes Pointues, dans le 93, à Clichy-sous-Bois. La zone. Ouais. On va parler que ça. Et j'ai grandi là-bas. Donc, et puis, j'avais une faim de voir... Il y avait une petite ville appelée le Rincy, à côté, où c'était les bourgeois. Ouais. Donc, C'est le 93 chic, le Rincy. c'était Le petit Neuilly-sur-Seine du Voilà, 93. exactement. Et mon père, avec une seule mission, c'était de nous sortir de la zone pour nous emmener là-bas. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Et mon père est parti de rien, il a étudié, il est devenu architecte, après d'architecte, il est devenu promoteur, etc. C'était une barre de fer. J'ai jamais rien eu de sa part ni de ma mère. Donc il fallait que je me démerde. Et puis, j'ai grandi. Je voyais que les fils à papa, donc ça me foutait les bouches. J'ai dit, merde, c'est pas possible, pourquoi j'en aurais pas autant qu'eux? Et puis, alors déjà, quand mes parents ont commencé à louer une maison, j'avais 14 ans. 13 ans, pardon, puisque c'était juste avant les 14 ans, avant les mobylettes. Donc là, tu pars de cité. Je pars de cité et mon Tu vas père t'installer loue en une pavillon. maison. Mon père a pris une maison là-bas et donc on était au Rincy. Et là, le business a commencé à cet âge-là. J'avais une voisine qui se mettait à poil. Elle se mettait l'été à poil. Donc, dès qu'il faisait beau, un rayon de soleil, elle se mettait à poil. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé? Il y avait des grands arbres avec des tuyas. J'avais fait des découpes dedans. J'avais mis donc des mini-échafaudages, un tabouret, une table, machin, etc. Et j'avais fait 20 trous dans le grillage. Et tous mes copains d'école, je leur faisais, à l'époque, c'était des francs, 5 francs, 8 francs. J'ai dit, tu viens regarder la voisine à poil. Par contre, si tu rigoles, si tu hurles et qu'elle le voit, tu payes tous les autres. Donc ça, c'est ton premier business. Tu es en train de me dire que ton premier Ah, business... mais mon premier business, c'était ça. Et là, il se foutait comme ça, je louais les jumelles, et pendant ce temps-là, je louais... Si la voisine se reconnaît. Ouais, écoute, je sais pas, mais enfin, ma mère, elle a pété les plombs, sûrement qu'on va voir ça. Mais... Ouais. Et à l'époque, ma mère partait travailler, et je louais la chambre de ma mère, ma chambre, la chambre de la sœur, tout. Je louais tout. C'est-à-dire que c'était un hôtel un peu folklore. C'est-à-dire que j'allais voir les grands de ton quartier. Bahut. Ouais. Et non, je louais les pioles. Voilà. Donc je faisais ça. Tous les mercredis, elle se barrait. Et tous les samedis après-midi, ils se barraient.
Donc, c'était mercredi et samedi, ça. Ensuite, le samedi matin, parce que je faisais les marchés très tôt, jusqu'à 13h de l'après-midi. Alors ça, c'est toujours, t'avais 14-15 ans? J'avais 13 ans, et à 14 ans, avec ça, j'ai acheté ma première mobilette broyée. Ok. Bien entendu, elle était broyée chez le père Pérez, donc c'était un 103 SP avec un choc avant. Ah ouais. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché des pièces détachées. Et j'en trouvais pas. Et j'ai le père d'un copain qui travaillait dans une compagnie d'assurance et qui parlait toujours des voitures en Angleterre. Et dès qu'il y a un choc en Angleterre, on réparait. Donc j'achetais mes mobilettes, je les fais venir d'Angleterre en pièces, je les stockais derrière, j'en avais une vingtaine, et on les remontait, peintes, et j'ai commencé sur le DEP 93. Ça s'oublie pas, ça. Ça s'appelait le département 93, c'était un journal gratuit. Et je me suis retrouvé avec une paire de Weston après... un mois et demi. Attends, mais ça, c'est tout en travaillant sur les marchés le week-end et tout ça? Marché le week-end, plus je louais la maison et je faisais mes mobilettes après. D'accord, donc tu avais 3 business. Ah oui, je faisais Ok. tout. De toute façon, abondance de biens ne nuit pas. Ça a toujours été ma règle de base. Il y a des gens qui sont focalisés sur une chose. Moi, je me focalise sur beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu, et vous verrez dans la vie, que tu as préparé quelque chose. Tu t'es dit, ouais, dans 10 ans, dans 15 ans, j'ai ça. Il suffit que, bah tiens, comme moi, on en parlera après. T'es dehors, t'es cocu, t'es machin, peu importe ce qui va t'arriver, t'es malade, t'es fatigué, tous tes plans, c'est poubelle. Donc j'ai fait en sorte que tout ce que je fais, c'est du court terme. Et je me dis, si c'est du long terme, tant mieux. Et si c'est du court terme, je prends la marge. Et puis au lieu d'avoir les œufs dans le même panier, bah, j'en mets différemment. Sur les marchés, tu voyais des mecs passer, des mecs des beaux quartiers, dans des grosses voitures et tout ça, et ça t'a donné la hargne, non? Ça t'a donné la niaque quand même. La rage. Ouais. Voilà. C'est pas de la jalousie, hein. Non, je disais, merde, comment ils font? Ouais. Lui, il a une super nana, il est dans une Porsche. J'avais 16 ans. Je gagnais bien avec mon petit business, hein, c'était bien, mais ça suffisait pas. Et mon père me disait, de toute façon, t'as pas étudié à l'école, tu seras une merde. Donc ça, merci papa, parce que grâce à toi, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas que... Pour lui, c'était l'école. C'était que l'école. Ouais. J'ai un demi-frère qui est avocat, j'ai une demi-sœur qui a des brillantes études au cinéma. Moi, ma fille, bon, je ne veux pas dire un métier, mais c'est une haute fonctionnaire, elle sera une haute fonctionnaire dans peu de temps. Non, chacun voit midi à sa porte. On ne peut pas être tous des businessmen, on ne peut pas être tous là. Je te dis ça parce qu'à 16 ans, donc je voyais ça et ça me donnait envie. Et mon père m'a dit, bah écoute, si tu fais pas d'études, tu vas bosser. Et donc à 16 ans, ils m'ont foutu dehors. Alors, à 16 ans, mon père m'a foutu à coup de pompe dehors. Ma mère m'a dit, moi je suis pas là pour te nourrir. Alors elle va pas être contente de ça, mais c'était ça. Et donc, je finis chez mon copain Zoran, ami d'enfance, Zoran Milojevic, d'ailleurs, qui a un beau garage près de Bordeaux où il répare les voitures, enfin, non, un peu plus de Bordeaux, à côté dans Bayonne. Et bref, j'ai vécu chez lui. Ok. Et là, je me dis, ça, c'est la partie exotique. Hein. Donc là, maintenant, on parle dans l'exotisme. Ouais. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut vraiment pas faire ça. Mais à 16 ans, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, j'allais dans les commissariats faire une déclaration de perte de papier en disant que j'étais né 2 ans auparavant pour avoir 18 ans. D'accord? Et à partir de là, je déclarais perte de papier et perte de permis de conduire. Parce que ma première voiture, je l'ai achetée à 16 ans, c'était une Golf GTI 16S, la fameuse Golf 16S Oettinger. Choc avant. Première voiture. Première voiture 16S Oettinger. Non, la première voiture, non, je mens. C'était une R5 TS. Ça y est, je me rappelle. Ah ouais. Équipée en R5 Alpine, pas en rouleau, enfin, on va l'enfer. Et je travaillais avec Zoran la nuit. Pour les plus jeunes, la R5, c'était la... C'est les Clio première phase ici, où un peu... voilà, alors c'était une TS un peu sport, mais pour t'expliquer, je travaillais la nuit dans une imprimerie. Okay. On imprimerait des journaux et on imprimait quelque chose d'assez exceptionnel, qui était une révélation. Avec Zoran, on travaillait comme des dingues, 10-12 heures par jour comme des dingues, et on prenait la nuit, on prenait le jour, on prenait tout. Je faisais les week-ends et machin, j'avais plus le temps de louer pour les nanas pour regarder, puisqu'on faisait ça. Et je voulais absolument, c'était le rêve, c'était d'acheter une Golf. Mais j'avais une R5. Donc on allait travailler à Stein, Pierrefitte, Stein, donc c'était pas les beaux quartiers. Et on travaillait. Et la nuit, j'ai vu qu'on avait édité la centrale des particuliers. C'était quoi la centrale des particuliers? Ça existe toujours sur Internet. Ouais. C'était un journal où il y avait vente de voitures, d'accord, les camions, l'agriculture, tout ce que tu voulais. Et là, ça a été le déclic.
On était sur les rames. J'étais donc on était en train après que Massico pour couper tout. Ouais. Et je regarde la date, je dis bordel de merde, ça sort dans 2 jours. Donc j'ai commencé à prendre les petites annonces. Puis j'ai regardé le prix des golfs, le prix des machins, les prix de ceci, les prix de cela. Et donc je me suis dit, comme j'ai 48 heures devant moi, je prenais l'annonce, je téléphonais. Et ça a commencé comme ça. Donc ça a commencé comme ça. J'ai acheté des voitures de merde à 1000, 2000. Ça marche toujours. Ça marche C'est toujours. un vieux truc. Il ne faut pas comprendre qu'aujourd'hui, vous, les jeunes, vous partez souvent de trucs. Mais comment on peut gagner? Mais vous prenez les vieux trucs et vous le mettez à l'heure du digital. Mais ça marche toujours. Ouais, tu les mets à la sauce actuelle. Mais dis-moi, qui est dans les campagnes, tu veux te la mettre où, ta voiture électrique? Tu te la branches là et ailleurs? Non, mais je veux dire, il faut arrêter. Ah, t'es pas trop voiture électrique, là. Non, je supporte pas les voitures électriques. Bon, il faut que j'entende, il faut que ça, faut que Ça le vite, il faut, oui. Mais bon, c'est pas une question de ça, c'est pour moi, c'est une grande connerie au niveau donc de l'écologie. Pour moi, c'est n'importe quoi. Tout le monde le sait, donc on va pas répéter les mêmes choses. Hein. Ça pollue 10 fois plus, on est en train de massacrer tout. Et je dirais, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans une cité comme moi, à Montfermeil? Tu mets où? Tu te branches où? Ouais. Explique-moi, tu te branches avec ta voiture électrique. Bye bye. C'est une galère. Ouais. Ok, si t'es un petit bobo du 16e ou du ailleurs ou de Saint-Germain, je te dis oui, tu branches ta prise, mais là où tu la mets. C'est vrai que c'est compliqué. Voilà. Bien sûr. Autonomie zéro, t'es en train de calculer, machin. Les Chinois sont en avance, oui, quand il y a des voitures à 1000 km. Mais bon, c'est pas mon truc. Donc, que ça soit aujourd'hui hybride, je te dis oui, mais le reste, c'est pas mon truc. Donc, bref, pour revenir aux voitures, donc j'achetais 48 heures avant, je la remettais en annonce, je la faisais belle. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je changeais les enjoliveurs défoncés, je mettais des nouveaux pneus, je faisais un petit peu pas du tuning, mais différemment, je la changeais de look. J'ai fait un fric dingue. J'ai fait un fric fou. Donc, attends, ça c'est ta première expérience où tu commences vraiment à gagner des gros sous? Ouais, parce que aujourd'hui, attends, quand je le dis, et je l'ai déjà dit, vous prenez sur le site Mobile.de en Allemagne, vous allez taper Mobile.de et vous tapez voiture à partir de 2010, d'accord? Diesel, parce que les Allemands, diesel, là c'est marqué française, alors là c'est, voilà, hein, donc voiture française, voiture italienne, diesel, okay. Vous en avez autant qu'un curé peut embellir, c'est-à-dire de 2000, alors tu vas prendre un Porte 8, ça va te coûter 1500, 2000 euros, tu vas te prendre des voitures à 2000, elles ont le contrôle technique allemand, en plus il est vraiment difficile, tu te fais accompagner d'un copain mécano qui n'a pas un copain bricoleur, machin, etc., tu regardes la voiture si elle est clean, tu l'as fait vérifier chez un concessionnaire, même si t'es ballot, tu sais rien, tu donnes 100 euros, montrez-moi la voiture, mettez-la sur le pont. On va savoir tout de suite si c'est une société, si elle t'a accidenté, si c'est une merde. Ils vont te donner un relevé. Avec ça, tu prends ta voiture, tu le mets. Tu vas en acheter dans la même ville, t'en mets 8, tu les descends en France. T'as droit à 10 voitures par an. L'État français t'autorise à changer 10 voitures par an en Europe. Donc, pourquoi monter une société? Pourquoi te mettre un boulet tout de suite? Pourquoi? Faut déjà n'importe qui. N'importe quel comme moi. Non, attends, parce que tout le monde dit, ouais, t'es doué, t'es machin. Non, c'est que du calcul. Moi, j'ai pas de chance. Tout ce que je fais, c'est calculer. La seule fois où je me suis planté, c'est les nanas. Dans ma vie, c'est ça. C'est les montées, mais ça, on reviendra tout à l'heure. Mais donc, là, à partir de là, tu prends la voiture, tu la ramènes, tu fais ton contrôle technique en France, tu payes ta carte grise et tu la revends. Mais tu vas pas la vendre 6 000, tu te mets 4 900 euros, en dessous 5 000. Qui n'a pas 5 000 euros, 4 000 ou 4 500 euros dans les campagnes ou machin qui ont besoin d'un diesel? Même 150 000, 160 000, 180 000, ça fait 3 ans, 400 000 km. Donc là, tu dis, tu ne montes pas de société, tu te prends pas la tête, tu fais non, tu fais un Porte 8, okay. Tu as le droit à 10 voitures par an. Ok. 10 à mon oncle Jules, à mon oncle Alex, 10 à ma grand-mère, 10 à la tante. T'en fais 10. Non, ok. Ok. Moi, je peux t'assurer que 2000 par voiture, hein, tout le monde sait compter, 2 fois 8, 16, ok. Allez, même si tu as payé un peu de machin, etc., ça te fait 15 000. Tu fais 2 portes dans le mois, c'est 30 000 euros. Où tu vas les gagner 30 000 euros? Nulle part. Voilà. Et puis tu calcules, tu fais attention à tes marges, et puis tu commences. Et si tu vois que le bébé marche, lance-toi. Donc du coup, on revient sur cette période. Donc tu avais 16 ans. Tu avais 16 ans. Donc tu achètes ta... J'ai première, les R5, les voitures, et j'achète ma 16S, donc accidentée. Et du coup, là, donc t'es toujours... non, t'es parti de chez tes parents. Je suis parti de chez mes parents. Ils m'ont viré, machin, etc. Depuis, entre les deux, j'ai pris un studio, j'ai pris un appartement, je me suis démerdé, je voulais pas à l'école.
Je supportais plus l'école. D'accord. Alors mon père, bien entendu, quand il a vu ça, il m'a tombé dessus. Retour expédition école. Et donc il m'a dit, écoute, mon père avait monté un garage, mon fils de garagiste, et donc il avait monté une concession, BMW. Et pas des mondes, puisque mon père est devenu après un des présidents de chez BMW, avec plein. Il a gravi des échelons, ça on y reviendra, mais des années. Il est parti de rien, il est monté très haut. Voilà, exactement. Okay. Il a été dur. S'il boit un jour dans cette interview ou ailleurs, c'est un salaud. Ah ouais. Mon père me foutait des tronches. Moi, quand j'arrivais à l'école et qu'il me disait ça, c'est de la merde, il m'attrapait les cheveux, il me faisait monter du premier étage, douche froide, il m'a dit maintenant tu iras bouffer, après il faut t'arrêter à bosser. Il voulait absolument ce statut. Je crois qu'il y avait un problème dans la famille en étant immigré, en étant populiste, enfin on était des gens des petites gens. Des populaces. Il voulait absolument. Il voulait gravir les échelons et il voulait me donner une éducation parce qu'à l'époque, l'éducation ouvrait des portes. Pour lui, dans sa tête, c'était ça. C'est une autre époque, parce que maintenant, ça peut choquer des gens. Un coup de pompe dans les fesses, tu te retrouves au commissariat parce que tu as mis une fessée sur les fesses de ton fils. Mais à l'époque, un vrai con qui te tape sur la gueule, je te différent. Là, c'était pas le cas. J'étais pas comme ça. Voilà. Je prenais des volets parce que de mettre une fessée sur le cul, lui, c'était abusé. Ouais. Mais donc tu lui en veux un peu quand même, parce que tu dis. Non, ma mère m'a cassé un balai sur la tête. Je peux lui dire aussi, je t'en veux aussi. Non, j'étais pas un jeune homme facile. Je voulais tellement, j'avais tellement cette rage en moi de vouloir ce qu'ont les autres, que j'étais pas non plus un tendre. Ouais. Donc il fallait toujours quand même qu'il y ait la pression. Se canaliser. Canaliser peut-être un peu. Peut-être. Je sais pas. En tout cas, moi, je fais totalement l'inverse pour mes enfants. On en parlera. Pour moi, je leur donne tout, je les pourris, et après, je leur enlève. Ça, je t'expliquerai après. J'ai fait une guerrière qui est ma fille. Donc là, du coup, t'as 16-17 ans. 16-17 ans, je monte ma première voiture. Ok. Et donc, alors j'ai commencé avec une Golf que j'ai revendue. Après, j'ai monté une 104 ZS2 où j'avais pris un crédit. Donc, je n'ai jamais à prendre, c'est pour ça. Voilà, parce que c'était une série spéciale, machin, je l'ai explosé, bien entendu, parce que j'apprenais à faire des voitures. Alors, on louait des voitures, même chez Avis et tout, et dans différents trucs. On allait dans les terrains où il y avait l'autoroute, où il y avait les lignes de chemin de fer. Ouais. Et comme moi, j'étais passionné de course, on était à 4-5 potes, Zoran, mes potes, etc., Emmanuel, tout ça, tout le monde se reconnaîtra. Et donc, on allait louer et on faisait de la course. Sauf qu'un jour, on est rentré chez Avis comme ça, on a fait une galette. Donc, tout ça avec des voitures de loc. Tout ça avec des voitures de loc. Okay. On était des barjots. Mais on était libres. À 16 ans, 17 ans, tu prenais l'autoroute, on avait des Golf 16S, des trucs. Alors, on se bourrait pas à la gueule, c'était différent, il n'y avait pas trop de les mecs qui fumaient, machin, c'était pas d'autres trucs. Par contre, on roulait comme des salauds. On roulait à 200, de 20, de 30, de 40 sur l'autoroute. C'était une autre époque. C'était quoi? C'était quelle époque? C'était années 80? Ouais, c'était les années 84. Elles te manquent ces années ou pas? Les années 80. Elles étaient exceptionnelles. On était libres. La liberté. C'est-à-dire que je pense qu'on a tellement voulu. La France est un beau pays. C'est un pays que j'aime. Je suis né en France. On a des infrastructures à l'époque qui étaient extraordinaires, des écoles pour tous, etc. Mais on n'a pas su s'adapter, qu'on ne peut pas offrir à tout le monde cela. Et c'est pour ça que je me suis expatrié. Et quand j'explique souvent ça à des gens, on me dit « Ah, t'es un facho, quoi. D'où sauf un facho ?» Mais tu ne peux pas donner à tout le monde ce que je vois. Que tu sois immigré, jaune, vert, rouge, black, blanc, on s'en fout. Tu viens en France. Qu'est-ce que tu dois faire en France? Tu dois venir bosser. T'es venu rien dehors. La Slovaquie, je suis arrivé. Monsieur, casier judiciaire, qu'est-ce que vous apportez au pays? C'est clair. Tu n'as rien un mois, t'es touché. Le deuxième mois, tu peux être architecte. T'as rien. Tu touches donc du chômage. Tu vas faire les routes, papa. Si t'as pas un poste, tu vas faire les routes. Tu vas réparer, tu fais. Qu'est-ce qu'on fait ici? On laisse papa, maman avec la PlayStation. Et on laisse crever les petits artisans, on laisse crever les papis, les mamies qui ont bossé toute leur vie. Il y a des artisans qui sont bossés comme des chiens. Ils ont quoi comme retraite? Ils n'arrivent même pas. On est dans un pays surtaxé, taxé, et on fait qu'une seule chose, laisser se barrer la richesse. La richesse des entrepreneurs, des petits, des artisans, des coiffeurs, des plombiers, des électriciens. Exactement. On n'est pas tous faits pour être patron d'une multinationale. Mais on ne doit pas cracher. Moi, j'ai jamais été
j'avais la rage, mais j'ai jamais été le genre de mec qui va mettre un coup de clé sur une voiture. Ouais. Tu comprends ce que je veux te dire? Moi, le mec qui roule en Porsche, qui roulait en Porsche à l'époque, qui roulait en Ferrari, je me dis, il me donnait une érection. Je dis, merde, comment il fait? J'ai envie d'avoir la même chose. Et on a habitué, je crois, on est dans un monde de jalousie, on est dans un monde totalement différent, que ce soit les femmes, etc. C'est ce que je te disais, aujourd'hui, t'as une nana, elle est éphémère. Le monde est devenu éphémère. Il n'y a plus les traditions, il n'y a plus la famille. Il n'y a qu'en France qu'on laisse crever les vieux. Ouais. J'ai ma mère, elle est en Italie, je l'appelle tous les jours. Des fois, elle m'appelle 4-5 fois par jour, 10 fois par jour. Elle me dit, ça va mon fils? Oui maman, je t'aime, ça va. Mon père, je l'ai un peu moins, mais je l'ai au téléphone. Ouais. Demain, s'il y avait l'un ou l'autre qui ne va pas, comme ma maman, mais je l'aide. Je préfère même bouffer les pâtes demain et s'occuper de ma mère. Est-ce que tu penses que c'est très français, ça, ou c'est... Je crois que c'est devenu très français. Il y a des pays, alors tout le monde me dit oui, il y a des mélanges, etc. Je vais t'expliquer, j'ai un pays de cœur. Ouais. Alors, tout le monde va dire, ouais, c'est parce qu'il y a 10% de taxes. Oui, il y a 10% de taxes. Oui, il y a plein d'impôts. Oui, c'est l'Eldorado, c'est la Bosnie. Ok. Je suis en Bosnie depuis 4-5 ans. J'ai eu des activités en Bosnie, d'huile, de différents lubrifiants, etc. Tu as des musulmans, tu as des orthodoxes, tu as des catholiques. Tu sais que tous les catholos vont là-bas voir la montagne avec la croix. Aucune agression, aucun problème, rien. Les communautés sont entre les communautés, avec du respect. Il n'y a pas de problème. Tu vois, on n'est pas dans les extrêmes. Ouais. On est dans un monde, moi j'appelle ça Télétobies, c'est extraordinaire. Quand je voyage, il y a des gens qui me disent bah, tu vas là-bas. Quand j'allais en Tchétchénie, mais tout le monde m'a dit mais t'es un malade. Ouais. La Tchétchénie, grosse dit mais c'est Dubaï. C'est Dubaï. Ceux qui voient ça, ils disent c'est pas possible, tapez, allez voir. La Bosnie, c'est un pays où là ils viennent de faire tous les autoroutes neuves, les infrastructures. Alors oui, effectivement, il y a encore des petits villages, il y a encore des choses comme ça, mais c'est exceptionnel. Ouais. Et du coup, toi, t'alternes entre... toi, tu te partages Slovaquie, Bosnie, Moi, je suis un tu fais des globe-trotter. allers-retours. Moi, Oui, je vais où est la marche. J'ai toujours fait ça. Je vais où est la marche. Alors, je fais tout. Parce que les gens, ils nous disent, c'est quoi son activité? Parfois, on ne comprend pas. Est-ce que c'est du phishing? Alors, je te le dis là aujourd'hui, et je parle clairement. Je serai sur les réseaux sociaux le temps que ça durera. 2 ans, 1 an, 6 mois, 4 mois, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Après, ils vont en avoir marre d'entendre un papy, et ça sera pas le T'as but. plein de choses à raconter. Hein. Oui, il y a plein de choses à développer, mais ce que je veux te dire, c'est que je ne veux pas prendre de l'argent à des jeunes, à des entrepreneurs pour leur expliquer, parce qu'attention, je suis pas qu'un successful, hein. J'ai perdu de l'argent. Ça, tu vas nous expliquer. J'ai perdu d'argent, j'ai loupé des affaires. Celui qui me dit qu'il est champion du monde, j'en connais pas. C'est justement en perdant, en se retrouvant parfois dans la merde, jusqu'à des huissiers devant ta porte, qu'après tu sais ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc cette expérience, je veux leur en parler, je veux la proposer. Celui qui me dit qu'il a jamais eu de casserole dans sa vie en tant que chef d'entreprise, c'est pas la peine de commencer. Et celui qui n'a pas compris que c'est 90 à 95% d'emmerde, faut pas la peine de commencer. Oui, c'est une satisfaction personnelle. Oui, pour ceux qui ont un ego comme moi, c'est extra. Pour quelqu'un qui veut se sentir libre par moment, oui. Alors, ça dépend. Si tu es chef d'entreprise en France, je vais être un peu vilain. Mais chef d'entreprise ailleurs, t'es libre. T'es libre. Pour revenir à ton histoire, 2025, 80, si tu pouvais revenir en arrière. Hein, tout de suite, je retourne en arrière. Alors, tout le monde va dire, mais pourquoi? Parce qu'on était plus libre. Aujourd'hui, les mômes, ils arrivent ou machin, les gens, qui s'y font? Ils arrivent dans un truc, ils payent. Moi, ça m'emmerde. Ça, c'est bien pour t'aider, pour travailler. Mais moi, ça m'emmerde. Pourquoi? Parce que là, on t'écoute. Même fermé, t'es géolocalisé, t'es écouté. On sait ce que tu fais, on sait ce que tu manges, on sait ce que tu vois, on sait ce que t'aimes comme nana, on sait des algorithmes. Pardon. C'est tout le sens de la liberté. Ah, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il fout sur les réseaux sociaux? On en parlera, c'était une
Ça a été un concours de circonstances. Oui, il y a du bon aussi dans ce nouveau monde. Il y a... Du digital, il n'y a pas que du... Non, il y a de très bons. L'IA, je pense que ça va nous faire vieillir 30, 40 ans de plus, puisque de toute façon, c'est beaucoup plus intelligent qu'un humain, ça va résoudre des problèmes de maladies, ça va résoudre des tas de problèmes, Ouais. Mais ça va foutre un monde à part. Si tu préfères aujourd'hui, mon analyse, elle est devenue que dans les années 80, tu avais les ouvriers, comme moi, c'est-à-dire fils d'ouvriers ou ouvriers, la classe moyenne, et puis les gens riches. C'était un bon équilibre. Ouais. Aujourd'hui, c'est soit t'es ouvrier, tu crèves, soit t'es riche. Je suis d'accord. Il y a deux extrêmes maintenant. T'as pris le moyen, t'as... Voilà. Et il n'y a plus, et la classe moyenne, elle est en train de crever puisqu'elle paye pour les autres encore plus. Et les riches se barrent. Les ultra riches, ils ont trouvé les moyens. Et ils partent. Ils partent Quand de t'es plus en ultra plus. riche, Ils sont plus en sur France. des bois, mais non, mais même ceux qui sont en France, ils sont pas imposés. Ouais. Et tu vas me dire, oui, mais c'est pas vrai. Mais ils sont pas imposés. Ça appartient à des sociétés. Ils achètent du déficit reportable. Ils achètent des sociétés. Ils sont là. Ils font des échanges. Tiens, moi, je suis là. Tiens, je suis là. À la fin, il n'y a rien. Les gens du CAC 40, ils rigolent. Moi, quand je vois les trucs, ça me fait rigoler. Si vous voulez apprendre déjà au niveau de la fiscalité, vous prenez juste un magazine, c'est Échos. Voilà, les Échos. Là, vous aurez une vraie vue de l'ensemble, à mon avis. Voilà. Maintenant, tout ce que j'entends, j'ai rien contre BFM, j'ai rien contre tous ces gens-là. Mais pour ça, pour moi, tout est plié d'avance. Je pense qu'on a créé un conflit en France entre l'immigration et l'autre pour rien. Je pense qu'on aurait dû être un partage, un réel partage, qu'on laisse pas... je comprends qu'il y a des mômes qui sont dans une cité et qui veulent la même chose que moi quand j'étais môme. Et quand on les laisse crever là, il y a de quoi foutre le feu. Et de l'autre côté, la nouvelle génération, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de respect pour les vieux, il n'y a plus rien, il n'y a plus de légitimité non plus, parce que ça part en vrille dans n'importe où. Et pourquoi ? Parce qu'on a laissé tout faire. Alors souvent, on me dit, ouais, Dubaï. Ouais, Dubaï, t'as vu, ça rigole pas. Va en Bosnie, va voler un sac à main, va choper une grand-mère. Mais en même temps, les flics te tapent dessus, les voisins te tapent dessus. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, on a perdu. Tu penses qu'en France, on est vraiment beaucoup trop... L'autre fois, j'arrive dans le métro à Paris. Qu'est-ce que je vais foutre ? J'étais voir un groupe important automobile pour aller chercher de l'huile. Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas pris le métro ? Sincèrement, la dernière fois que j'ai dû prendre le métro, ça devait être 18, 19 ans, 20 ans. J'avais pas pris le métro. Donc ça avait changé un peu. J'étais choqué. Il y avait une dame qui était âgée. On la laissait debout. Je lui dis, madame, asseyez-vous. Il y avait une autre qui était enceinte. Je regarde un jeune, je dis, tu peux pas te lever ? Il me dit, t'es qui, toi ? Je dis, tu peux pas te lever ? Vous pouvez pas vous lever, jeune homme ? Et alors, il s'est regardé, il me dit, mais t'es qui ? Je dis, regarde, il y a une femme qui est enceinte. Je dis, écoute-moi. Ouais. Je dis, lève-toi pour ça. Et il y a une autre personne qui s'est levée, il est resté. Sinon, personne ne se levait. C'est normal. Mais c'est quoi, ça ? C'est chacun pour sa... C'est chacun pour sa gueule. Ouais. Et ça, c'est un petit peu comme dans les couples. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui résiste parce qu'il se dit « Ah bah non, c'est comme ça, c'est comme ça ». Première chose, s'ils s'en font, ils s'engueulent, ils plantent les baumes, ils plantent tout. Pourquoi ? Pour des histoires d'ego. Et puis aujourd'hui, c'est devenu du libre service et plus de l'amour. Tu vas en parlant crûment, excuse-moi, c'est comme quand tu changes de voiture ou tu vas au car wash. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus cette dignité. Même parfois, même dans des bleds, même un peu partout, maintenant, les réseaux sociaux ont été extraordinaires sur des tas de choses. Et d'autres choses, on pourrit la vie d'une famille. Celui qui me dit non, ah ouais. Tu penses que les réseaux sociaux, ça peut briser des couples, ça peut... Ça pour moi, ça a tout plié. La nana, aujourd'hui, t'es pas content, elle te change. C'est comme un Kleenex. C'est comme un Kleenex. Je disais la dernière fois à quelqu'un, je dis, t'as déjà vu un top modèle avec un postier ou un pompiste ? Il me dit, c'est quoi un pompiste ? Je dis, oui, vous avez pu, mais à l'époque, il y avait des pompistes pour servir les avions. Je dis, mais ou un mec qui va gagner 1 300 €, tu crois qu'il va avoir un top modèle dans son lit ? Elle me dit, oh mais t'achètes la bourse. Je dis, non, je te pose une question. Est-ce que tu as déjà vu un top modèle ? Donnez-moi un top modèle, un nom du top modèle, là, dans le monde, sur Google, qui est avec un... Allez-y. T'en as pas. Depuis que tu remontes à César, t'avais les courtisanes. La femme, elle a un temps.
de fraîcheur. Alors, ça, je veux pas me faire des amis, hein. Ça, je sais que ça va être l'enfer. Là, Voilà, mais elles sont belles. je te laisse responsable 18 de tes ans, propos. 20 ans, hein. 25, 30, 35. À 40 ans, ça descend, c'est normal. Nous, on est un peu comme le bon vin. C'est-à-dire que c'est le contraire. Un jeune mec, s'il est beau, s'il est successful, ou que c'est un fils à papa, je te dis oui. S'il est beau mec, mais qui travaille au McDo, tu prends la même nana de son âge à 25-30 ans, elle va aller se faire un mec qui a le double d'âge, même comme moi. Tout le monde me dit, t'as une nana, ta nouvelle nana, elle a 20 ans de moins que moi. Oui, elle a 41 ans. Oui, c'est vrai. Mais alors? Non, mais Demande-lui d'être avec un mec de 39 ou de 40 ans, ou 30 ans. Elle va dire, oui, j'ai peut-être une chance. Elle a peut-être une chance sur 10 de ne pas avoir des cornes. Bah oui, parce que le mec, il va être là, et puis c'est un petit butterfly. Il va avoir une petite qui va passer de 25-30 ans, ouais. bah il va se la faire. Et puis voilà, on est parti dans un monde où la loyauté, moi, j'ai les mêmes amis depuis des années. À part un que je viens de perdre de 42 années, pour de la trahison, pas pour de l'argent, uniquement. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais sinon, j'ai les mêmes amis, les mêmes copains, les mêmes relations. J'ai des amis de 20 ans, 30 ans, machin, etc. Pourquoi? Parce que je suis loyal. Moi, pendant 14 ans, j'étais avec mon ex. Je ne l'ai jamais trompé. Elle m'a envoyé des gonzesses, des machins, des likes, des Insta, oui, machin, on peut se voir, machin. Ça ne marche pas avec moi. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis loyal avec mes amis, je suis loyal avec ça. Et je suis un pitbull. Quand j'ai décidé, je vais faire de l'argent, je vais travailler 10 heures, 12 heures, 14 heures par jour, je suis un esclave. Si tu prends par rapport à ce que je gagne et par rapport aux heures, alors oui, j'avais créé un groupe assez exceptionnel et je l'ai perdu. Mais tu crois que cette loyauté, on l'a perdue? On a perdu, ouais. Je crois que dans les années 80, il y avait beaucoup plus de loyauté entre amis. Ouais, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et tu penses que c'est les réseaux qui sont responsables en partie, mais moi, qui ont rendu les gens un peu plus il y individualistes? avait des divorces, mais moindres. Les nanas restaient, ça se battait, ça gueulait à la maison, il y avait ça. Mais c'était pas autant. Regarde aujourd'hui, tu prends les mômes à l'école, combien il y en a qui sont parents divorcés? Ouais. Ça n'arrête pas. Ouais, c'est vrai. Maintenant, tu as plus de parents divorcés, souvent, dans une classe. Tout ce que je voulais pas, ce que je hais, je me retrouve dans la même situation. Je vais te dire, oui, il est exigeant. Évidemment que je suis exigeant. Parce que une nana, maintenant, qui est une nouvelle génération, qui a 25, 30 ans, machin, va dire, mais c'est quoi ce vieux con? Moi, je vais à la chasse. Je ramène de l'argent à la maison. Est-ce que j'ai une tête à passer l'aspirateur? Non. Est-ce que j'ai une tête à faire la vaisselle? Non. Est-ce que j'ai une tête à faire du room service? Non. C'est un choix. Mon choix, il est clair. Je suis le mec qui ramène l'argent. Je suis un macho. Premier point. Deuxième point... Ça, tu l'assumes. T'es 100%. Ouais. 2, tu me parles normalement. Si j'ai du monde et que tu ouvres ta bouche et que tu me vexes, considère que je t'abandonne sur la nationale. Je te donne 500 €, j'ouvre la porte, tout tire. Je suis fier. Peut-être parce que je suis fils d'immigrés, espagnol, italien, moitié corse. Peut-être que c'est comme ça. Pour moi, le respect de la parole et le respect des choses. Ce qu'on a perdu. Aujourd'hui, pardonne-moi, t'as des associés, ils se mettent des bananes, des frères, des familles, des machins, et après ils s'embrassent, et machin, c'est quoi ça? Ouais. Moi, tu m'as une fois, pas deux. On a perdu ces valeurs. Les valeurs, on a perdu les valeurs. Les valeurs du respect des grands-parents, de la famille, de l'honneur. L'honneur. Mais ils sont où l'honneur? Est-ce que ça te dérangerait que ta femme gagne plus que toi? Ah, pas du tout. J'ai aucun problème. Donc pour ça, voilà, t'as des principes. Tu gagnes plus que moi? Vas-y, c'est moi qui fais la vaisselle. Donc ça te dérangerait pas? Je viens de te dire. Ton côté macho, non mais parce que... Mon côté macho, je le retire puisque Voilà. c'est elle qui ramène. Si elle ramène plus que moi, c'est que j'ai été mauvais. Ok. Ça n'existe pas. Hein. Je travaille 2 fois plus, mais ça n'existe pas. Non mais demain, si ça se produit, donc... Si ça se produit, ben, j'accepte. Et si elle te dit, bah là, faut aller chercher les enfants, faut J'y aller vais. faire... faut faire les courses, et- puisque c'est elle qui ramène. Ah non, mais ça va dans les deux sens. Ok, C'est où t'es bon ou t'es pas bon. d'accord. Voilà, donc là. Donc ça te dérangerait pas. Donc finalement, t'es pas si macho que ça. Je suis macho dans la mesure... alors, j'y mets des guillemets. Je veux pas parler de mon ex, mais une fois, elle gueule devant le monde. Et je dis, écoute-moi bien, tu fermes ta bouche. Et ça n'arrêtait pas, elle hurlait. Est-ce que tu crois normal qu'une femme va parler devant tes amis, devant ta famille, devant ta mère, mal,
j'avais mes 2 enfants, je me suis retenu de l'acheter par-dessus bord du bateau. 14 ans. Bon, je l'ai aimé comme un dingue. Ouais. Aucun respect. Et ça, tu vois, c'est ce que, il y a 2 minutes, tu vois, j'avais accepté trop de choses. J'étais plus Laurent Fernandez d'avant. Elle m'a tiré vers le bas. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à une femme. Une femme peut te monter, mais elle peut te descendre. Et il faut que tu restes focus. Tout le monde dit ce mot, focus, alors je l'emploie. En réalité, reste comme t'es. Moi, j'ai perdu des copains, j'ai perdu de la course auto, j'ai perdu beaucoup de choses parce que c'est devenu ma copine. Alors, en même temps, tu t'éclates au lit, c'est un avion de chasse aux pieux, tu t'éclates, machin, etc. Et en vérité, elle te tourne, elle va t'amener dans où elle veut. Attention, une femme, elle est déterminée. Moi, je suis aussi déterminé qu'une femme, mais elle va t'emmener là où elle veut. Gentiment, avec le sexe, avec l'amour, avec le truc, et elle t'emmène. Elle va te décrocher de tes amis, elle va te décrocher peut-être de ton ambition, elle va te décrocher, elle veut aller là et elle t'emmène. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que pendant qu'elle te dirige, elle voit et tu perds de ton aura, tu perds de qui tu es. Et donc à la fin, elle va te jeter comme une merde. C'est ce qui m'est arrivé. Après, il y a des femmes qui sont très bien aussi, qui peuvent... Il y a des femmes qui sont très bien. Mais là, c'est l'expérience que tu as eue qui moi, l'expérience que j'ai, c'est que j'ai une première femme avec qui j'ai encore au téléphone, qui est la mère de ma grande fille. Adorable. D'accord. Ah, non, j'ai aucun souci, allô, machin, ça va. Elle était intelligente. La deuxième. Oui, donc on peut se séparer sur un bon terme. La deuxième, elle est partie avec un pilote de NASCAR millionnaire parce que j'étais pas assez riche. Ça arrive. La troisième, j'ai bossé comme un enfant pendant 14 ans, et là, elle a tout pris, elle a fait le hold-up. Et là, je suis en guerre avec elle. Et là, j'ai tout perdu. Et donc, la quatrième vient d'arriver. Je suis bien avec. Superbe. Mais, alors superbe à mes goûts, après chacun son bien. Mais là, enfin, j'ai retrouvé parce que je lui ai dit dès le départ ce que je voulais. Je dis, je te préviens, si t'es une chieuse, si tu m'emmerdes, si tu m'enlèves mes ambitions, si tu m'enlèves ça, et que tu montes de faire ça, c'est pas la peine. Ouais. Donc, avant que tu viennes ce matin, elle s'est levée, elle m'a préparé mes petites crêpes, elle m'a préparé mon breakfast, elle m'a repassé ma chemise, elle m'a préparé mes fringues, et elle m'a dit, bon, on peut s'en aller, mon amour. Ça, c'est du respect. Voilà ce que j'appelle une femme respectueuse. À partir de là, que je l'emmène au bout du monde demain quand je serai riche et que je vais refaire ma remontada, il est clair qu'elle aura tous les jouets de la terre. Ils seront à mon nom, mais elle aura tous Mais les tu jouets sauras de la terre. qu'elle t'a aimé dès le départ en sachant que non, elle la sait, situation actuelle, elle est pas... Moi, elle m'a connu au comme- mois d'octobre, voilà. je lui ai dit, j'ai Tu rien. lui avais dit, j'ai plus rien. Moi, Ok. je suis sorti, j'avais 549 € sur mon compte, j'ai emprunté 10 000 à un copain, 10 000 à un autre, et j'ai été refaire ma tournée de récupérer quelques clients. J'ai pas tout récupéré. Ouais. Et j'étais mal. Et donc, il a fallu que je bosse. Après, j'ai voulu monter une affaire, bref, un petit peu sur de l'énergie, enfin, des trucs, etc. Je me suis loupé. Mais tu tentes des choses. Et voilà, c'est Là, je suis loupé. rien. Et pour revenir à tes premières expériences, donc du coup, on s'était arrêté, tu avais 16-17 ans, donc tu te lances Non, alors, 20 ans. Alors, je vais t'expliquer. Alors, c'est important, effectivement, parce qu'on va un petit peu à droite, à gauche, on revient, mais voilà. Donc, à 18 ans, je suis sur la Nationale 3, à Bondy, ça s'invente pas, et je tourne du béton. Je tourne du béton parce que mon père m'avait rattrapé, il m'avait botté le cul, il m'avait dit 16 ans, tu fais l'école, machin, buissonnière. Bon, puis arrivé un moment, il a vu que je roulais avec des déclarations de permis, machin, etc. Il m'a chopé par la tête, il a arrivé, m'a mis une droite et il m'a dit maintenant tu rentres. Donc là, j'étais mal. Mon business, j'étais mal. Donc il a fallu que je rentre dans le cadre. Et parce qu'attention, papa, quand il en passait une, il a passé cher. Hein. Donc voilà. Donc me voilà à tourner du béton sur la Nationale 3. Et donc j'ai des bottes en caoutchouc, et je suis là, j'en peux plus. Et donc mon père avait acheté un terrain avec un de ses associés, et il y avait un magasin, je me rappellerai, Carpetland, il vendait de la moquette. Et puis il y a une voiture, à l'époque c'était une Citroën, je sais pas quoi, toute noire, qui s'arrête, en warning devant, et un type qui baisse la vitre et qui me fait comme ça, et moi j'arrive. Il me dit, je m'appelle, je sais pas s'il est encore de ce monde, mais j'espère qu'il l'est, André Bourran. Je suis le directeur de la NPE France et je cherche à installer une agence jeune homme à qui est le terrain. Et là, je mens, mais vraiment hontément. C'est-à-dire, je mens, mais alors comme un arracheur dedans. Je dis ça, c'est à papa.
Il me regarde, je dis oui, je suis obligé d'être un homme de terrain, c'est une catastrophe. Mais bon, j'ai pas le choix. C'est comme ça, papa, etc. Il me dit, mais le terrain est à vendre. Je dis, oui. Je lui m'en a parlé brièvement. Bah, tenez-moi votre carte. Je vous appelle avec papa. Il me dit, oui. Je dis, ok, pas de problème. Il me dit, c'est à vendre. Je dis, oui. Je prends sa carte et il part. Et là, je sais pourquoi j'ai raconté ces conneries, moi. Puis je me suis dit, on est sur le terrain où il y a Angelo. Angelo, c'était l'ami de mon père qui était agent immobilier. Ok. Non-ville immobilier à Aulnay-sous-Bois. Ça s'invente pas. Et là, j'avais les cloques, les mains. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et finalement, me vient l'idée. J'appelle Angelo. Je dis, Angelo, allô, c'est Laurent. Je dis, écoute, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, il faut que je te voie. Il me dit, quoi? Je dis, je sais que t'es le pote à papa. Mais il faut que je te voie, il y a un coup de fusil extraordinaire. J'en ai marre de tourner de la truelle, du béton. Il me dit, tu vas pas recommencer tes conneries d'achat-vente de voiture? Je dis, non. Je dis, je veux vendre de l'immobilier. Il me dit, quoi? Il me dit, mais... Je dis, écoute, il y a minimum beaucoup d'argent à gagner. Je lui invente une somme. Il me dit, quoi? C'est comme si je te dis, il y a 400 000 euros à gagner. Il me dit 400 000 euros. Je dis oui, j'en veux la moitié. Et je veux travailler chez toi. Je veux retourner à l'école. Il me dit quoi? Je dis oui, je veux être négociant en immobilier. Il me dit oui, on peut faire une école alternée. Je dis oui. Je dis en même temps, parce que j'ai oublié de vous dire dans la conversation, quand il m'a dit je suis à la NPE, je lui dis mon père il me met au béton, moi je préférerais avoir une alternance. Il m'a dit ouais, bon là, vous inquiétez pas, jeune homme, etc. Donc, du coup, ouais, tu Donc j'ai ça dans la tête. Ok. Je me dis, les gens riches, c'est souvent les agents immobiliers, donc je vais être agent immobilier. Tu te dis c'est une valeur sûre. C'est une valeur C'est le sûre. moyen de te sortir de... Mon père m'avait attrapé et tout, et puis il m'avait piqué la voiture, revendu, il m'avait dit interdit de la Il faut centrale des trouver un moyen particuliers. pour sortir de là. Et là, j'ai dit, ce qui va le faire bander à papa, c'est de lui faire croire que je reprends et que tout va bien. Mm. Donc, j'avais dans l'idée de reprendre mon business, hein, tu t'en doutes bien. Oui. Donc, qu'est-ce que je fais? Le soir, je vais chez Angelo et je lui dis, regarde bien, j'ai le directeur de la NPE France, je connais son fils, c'est un copain à moi. Encore, je mens éhontément. Il me dit, mais quoi? Je dis, écoute, je peux faire signer, on peut avoir le terrain. Je sais que vous êtes sur le terrain, qui n'est pas à papa. Il me dit, oui, mais on est en train de faire une proposition. Je dis, oui, vous avez 2 parcelles derrière. Ils veulent faire la plus grande agence nationale pour l'emploi. Il me dit, ouais, là, c'est un coup. Je dis, oui. Et je dis, je veux 400 000. Il me dit, 400 000 francs, c'est comme si on ne devait pas te vendre 400 000 euros. Il me dit, non. Il me dit, on va te donner 50 000. Et 50 000, je vais chez un autre. Et je dis, je vais chez Centurion. Pas Centurion. Century 21. Il me dit, je ne vais pas aller chez Century 21. Je dis aussi. Je dis, je vais aller voir Emilio, puisque c'est ton concurrent. Il me dit, non, on va faire. Je vais parler après avec ton père. Je dis, écoute-moi bien. Moi, tu me signes comme par lequel tu t'engages à me payer. Il me dit, non, pas besoin. Je dis, enseigne-moi, mets-moi un papier comme par lequel tu es d'accord que je sois en alternance chez toi et que tu vas me donner 200 000. Il me dit, ok, je le mets, à condition qu'il faut que j'ai les 400 000 de commission. Je suis bien entendu. Donc, il me prépare le truc. Je rappelle André Bourran et je lui dis, écoutez, est-ce que je peux vous voir? Alors, il me dit, oui, je peux vous voir sans aucun problème. Il me dit, écoutez, quand? Samedi. Je dis, ok. J'appelle la compta à mon père, je dis, est-ce que je peux avoir une avance sur salaire? Ouais. Il me dit, oui, il n'y a pas de problème. Donc, je dis, ok, je prends une avance sur salaire, tu vas comprendre pourquoi. Et il me dit, mais pourquoi? J'ai besoin d'argent, machin, j'ai des problèmes à payer, soyez cool, dites pas tout à papa, machin. Donc, je prends la compte. Je rappelle mon pote Zoran, je dis, t'as toujours une partie un petit peu à moi dessous? Il me dit, ouais. Il me dit, t'as vu, t'as 6 tuyaux autolocation sur les Champs-Élysées? Il me dit, oui. Et je dis, je veux louer une Ferrari. Il me dit, quoi? Je dis, je veux louer une Ferrari. Il me dit, mais tu plaisantes ou quoi? Je dis, je veux louer une Ferrari 328, celle de Magnum. Je l'ai acheté après. Ça, tu... Alors il me dit, mais pourquoi? Je dis, laisse-moi faire. Ouais. Bon. J'avais pas assez d'argent, donc je la loue à la demi-journée. Ok. Donc on me file la vue de la Grande Armée. Je repars à Coubon, dans le 93. Avec la Ferrari de location. Ok. Le Ferrari de location. Et mais c'était pas le GTS, c'était la version coupée. Et donc je rencontre Hakim de chez City Location. Et à l'époque, je lui dis, écoute, regarde, voilà, je te laisse ma voiture, qui était la voiture de mon patron, d'accord, c'est d'Angelo que j'avais pris. Je lui dis, il faut que j'aille avec une belle voiture voir le gars de chez André Bourran.
Et finalement, André Bourran, donc à LPO, je me déboule avec sa Ferrari. Il voit, il s'en souviendra toujours. Et là, je l'emmène faire un tour de Ferrari. Quand il arrive devant sa maison, il me dit, mais c'est quoi? Je dis, bah, mon père est riche. Je dis, papa, me laisse quand même. Ah, ben, il me dit, oui, ça change les bottes en caoutchouc. Je dis, oui, oui. Donc, c'est le projet que tu lui avais vendu au départ. Voilà. Donc, il fallait que je cadre fils à papa. Et donc, je lui dis, par contre, j'ai besoin de travailler. Et il me dit, bah, ça s'appelle l'AFPI. Donc, j'ai été diplômé d'ailleurs de l'AFPI. Normalement, il fallait le bac, niveau bac, mais je ne l'avais pas. Mais j'ai bossé. J'ai vraiment bossé pour ça. Okay. Et donc, j'ai loué cette voiture de location. Pourquoi, tu veux dire? Bah, parce que mon scénario avait fonctionné et je lui ai dit, il y a la NPO que vous pouviez faire, mais derrière, il y a une partie parking, ça pourrait peut-être intéressant pour vous. Donc, du coup, il a pris tout l'ensemble. Je lui dis, par contre, il y a une seule chose. André, je veux que vous marquiez, que vous voyez que ça soit que par mois que vous passiez. C'est tout ce que je vous demande. Mon père me l'a fait à la dure. La Ferrari, elle n'est pas à moi, d'accord? Elle est à l'ami de mon père qui me fait confiance. Je dis donc, s'il me fait confiance, vous comprenez? Bah, il me dit oui, évidemment. Donc j'ai fait croire que c'était la voiture d'Angelo. Okay. Et là, il me signe le mandat que m'avait donné Angelo. Mon premier coup. Je repars avec la banane, je dépose la voiture chez City Autolocation, et je reprends, j'arrive au bureau, j'arrive chez mon père, je dis, je rentre dans une agence immobilière. Ah, il est temps, ça y est, maintenant tu vas travailler avec ta tête. Je dis oui, papa. Donc et là, il était content quand même que... Il était content, mais il a changé du tout au tout, et je lui dis, je m'en vais en Thaïlande avec toi. Il me dit quoi? Je dis oui, avec bonne maman. Mais il me dit, mais pourquoi? Je dis, parce que tu me dois 400 000. Il me dit, comment ça, je te dois 400 000? J'ai vendu ton terrain. À part si tu veux que j'en vende un autre. Il me dit, c'est quoi cette connerie? Et je lui montre le mandat. Ah, il me dit, là, tu m'impressionnes. Il me dit, je te donne 50 000. Jamais. C'est 400. Il me dit, jamais 400. Donc, il me tord en deux, bien entendu. Ouais. Il tord Angelo. Finalement, de 400, on passe à 200. Donc, 100, 100. Et donc, à l'époque, qu'est-ce que je fais? Je décide de prendre mon pote Zoran, de prendre mon pote Patrick Jean-Père, de prendre mon pote Olivier, de prendre plein de trucs. Je prends cette oseille et je me mets à racheter des voitures sur la centrale des particuliers de Tours. Donc tu formes ton équipe là. Voilà, je forme mon équipe, mais j'achète des Porsche, des trucs, des machins, des 928, des ceci, des cela. Okay. Et je commence en même temps que je fais l'école de l'immobilier. Et Angelo me dit à l'école à immobilier, il me dit, mais qu'est-ce que tu fous? T'arrives à 10h, Laurent, c'est pas possible, on va s'arrêter. Je dis, écoute-moi, je veux juste le week-end avoir l'agence immobilière ouverte. Il me dit, on est ouvert le samedi. Je dis, non, je veux que ça soit ouvert le dimanche. Il me dit, t'es fada. Et il me dit, comment t'arrives à 10h? Je dis, je t'ai rentré combien d'affaires là? Tes négociateurs, ils sont rentrés combien tes exclusivités? Ah, rien. Ils ont rentré 11 affaires que tu trouves sur le DEP 93. Moi, je t'ai eu le DEP 93 48 heures avant. Tu rentres des affaires grâce à moi. Oui, et moi, j'ai vu que tu refaisais des voitures. Je dis oui, et alors? Ouais. Je dis, mais je te ramène des affaires. Donc moi, on ne me demande pas d'arriver à 10h, je vais arriver à 16h. Alors il me dit, mais pourquoi? Parce que je me lève à 10h, parce qu'à midi, je m'en vais manger au tennis club, et que je fais tout le tour des golfs. Il me dit, mais quoi? J'ai dit, tu crois que moi, je vais faire du porte-à-porte le soir, pendant que vous êtes avec le père de famille? Il me dit, comment ça? Il me dit, c'est comme ça. Je dis, voilà, je t'explique mon secret. Donc, j'arrivais au tennis. Je dis, oh, on m'a dit que vous aviez... Ah, bah, comme ça, au culot, hein, je voyais des nanas, belles, en préférence. J'arrivais. Excusez-moi, on m'a dit que votre mari était susceptible de vendre votre villa. Je ne dis, pas du tout. Ah, je dis, ah, ça doit être un de ses voisins. Et vous êtes qui? Je dis, vous savez, je suis dans la rue plus loin. Alors, je racontais que des conneries pour savoir où ils habitaient, que machin, etc. Et sur un flot, je ramenais toujours 1 ou 2 ou 3 affaires. Puis après, j'ai dit, bon, ça... Tu décrochais des mandats comme ça? Comme ça. Au tennis club, au country club? Au country club, au golf, machin. Moi, j'allais rien du tout. Donc, attends, t'investis donc quand même... Toujours les voitures. Voilà. Les voitures. Tu t'inscris donc au country club et tout ça parce que tu sais que là-bas, il y a du client potentiel. Voilà. Et je me dis, les clients qui sont riches, ils vont plus être facilement à payer qu'avec des obtentions de crédit. Ouais. En réalité, ce qu'il faut, ils en ont besoin autant. Ouais. Mais, d'ailleurs, ils en prennent plus que... Mais plus de facilité à les avoir. Et là, il me vient une idée. Et je dis, OK. C'est pas bon, il faut que j'arrive à rentrer plus d'affaires. Je dis plus d'affaires, plus de prix. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me mets en costume, j'achète une paire de baskets noires, et je me mets, et je rentre dans un immeuble et je sonne. Mais je sonne pas à 16h. J'arrivais à 18h, 19h, 20h, l'heure du journal. Des trucs où tu te fais jeter comme une merde. Normalement. Allô, oui, bonjour. Laurent Fernandez, excusez-moi, je viens voir votre voisin de palier parce qu'on m'a dit que son appartement était à vendre. C'est bien celui-ci?
Non. Il est où l'appartement qui est en vente dans la résidence? Ah, c'est au 3e, au 4e. Dès qu'il me disait, il y en a un à vendre, je tapais et je rentrais. Ah ben, peut-être qu'il est à vendre, peut-être que ceci, peut-être que cela. Et là, j'ai commencé. Je faisais du porte-à-porte, je faisais les bars. Les bars, quand tu bois, on va vendre, machin. Les bars, je faisais ça. Je connaissais pas encore le coup des notaires, des avocats, des spécialistes dans le divorce que je t'expliquerai après. Donc, j'ai commencé comme ça. Et je rentrais des exclusivités. J'ai un client à vous présenter, mais je dis, moi, je ne veux pas toucher une 10%, je suis qu'un petit négociateur. Je vais vous le vendre bien au lieu de vous descendre le prix, mais je veux une exclusivité, il faut me laisser travailler un mois. Donc tu signais que des exclus? Que des exclus. Et là, le dimanche, je faisais ouverture du dimanche. On mettait sur le DEP 93, je faisais faire un demier sur mon oseille. Hein. Ouais. J'arrivais voir mon boss et je lui disais, écoute-moi, on va faire un demi-page. Je lui dis, mais Laurent, t'as vu le prix que c'est? Avec ce que je gagnais comme des voitures, j'en ai rien à foutre. Et là, je faisais une demi-page du DEP 93. Ouverture dimanche exceptionnelle. Je te dis pas ce que je vendais. J'ai fait un carton plein. Tu avais compris que le dimanche, voilà, Écoute-moi. tu serais le seul, voilà. Voilà, j'étais le seul négo et je faisais sur rendez-vous. 18 ans. Écoute-moi bien. On est avant la guerre du Golfe en 1991. De 18 ans à 23 ans. Et je peux pas mentir. Regarde, ça m'en donne des frissons. Ah ouais, je vois ça. Des Si vous frissons, voyez la caméra. des frissons. Écoute-moi, je me suis acheté ma première 328 GTS. J'arrive chez Ferrari Pozzi. C'est la même que tu avais louée. La même, mais en cabrio, la même que Magnum. Il y avait Magnum à la télé. Celle que tu avais louée. Voilà. Ok. Tu te montreras les photos. J'ai Ouais, les photos. ah t'as ouais, vu on va vous passer les voilà, photos. j'ai les photos. Donc 328 GTS. Je m'achète une Carrera 2 pour tous les jours. T'as compris? Ok, d'accord. Donc là, tu... Et là, je pars. Je fais de l'oseille. J'étais un chien de guerre. Et C'est-à-dire... ton business, excuse-moi, tu as ton Voiture, business je continue. qui tourne, tu as ton équipe de copains. Alors, mais je suis pire que ça. Et tes copains, ils ramènent aussi de Attends, l'argent. je suis pire que ça. J'ai inventé le Airbnb avant tout le monde. J'avais les clés de l'agence. D'accord? Bon, là, par contre, j'étais border. Hein. J'étais vraiment border, mais comme je dépensais comme un chien, Ouais. parce que quand t'as 18 ans, 19 ans, que tu roules en Ferrari et que tu veux des belles nanas, c'est les beaux quartiers. Les beaux quartiers, c'est les boîtes. Et moi, le week-end, c'est les boîtes. Mais moi, je travaille. Je sortais de boîte cuit. J'allais travailler. Je sortais d'en bas des Champs-Élysées, du ferry, je prenais un sandwich poulet mayonnaise, je prenais 3 cafés, les lunettes de soleil, j'arrivais, et vas-y, et je tapais, et je travaillais comme un chien. Tu bossais, tu sortais et tout ça, mais tu avais quand même de la discipline. Voilà. Ouais, obligé. Il faut le dire que t'as Obligatoire. jamais- Tu sortais, le dimanche après-midi, quand je faisais les dernières visites, j'allais me coucher. Le lundi, il fallait pas me parler. Ouais. Le lundi à l'agence, c'était fermé. Hein. Il y avait écrit démerdez-vous avec les autres. Mais, rigueur. Le boulot, c'est le boulot. Toi, tu crois plus, excuse-moi, tu crois plus à la discipline qu'à la motivation ou pour toi Non, c'est- il faut tout. Il faut tout en même temps. Pour les deux. Mais si tu te donnes pas une discipline, ça part en live. Ouais. Qui n'a pas envie de rester avec une nana tu te lèves comme ça, tu vois que c'est un Viagra, c'est une bombe, t'as pas envie d'aller bosser. Non mais attends, voilà, je vais te parler clairement. Ouais. T'as tout sauf envie d'aller bosser. T'as envie de moi ma chérie, non. Tu veux que ta chérie reste dans le lit, il faut que tu fasses de l'oseille, papa. Parce que sinon, il y en a un deuxième qui va te la T'avais prendre. ça à 18 ans, 19 ans déjà, tu savais que, voilà, fête ou pas fête, boîte ou pas. L'oseille, chez moi, a toujours été synonyme. L'argent est le taxi de la liberté. Rien d'autre. C'est uniquement ça. C'est pas une fin en soi. T'as déjà vu un mec, quand tu crèves, t'amènes ta Ferrari dans le cercueil? Non. Alors, je vais peut-être paraître choqué. Avant, je voulais laisser beaucoup de choses à mes enfants. On va partir vite fait sur ma fille. Ma grande fille, je l'ai pourrie. De l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de ses 18 ans. Cheval de course. Elle a eu la voiture, le premier Range Rover Evoque. Elle a eu tout ce qu'elle voulait. Je lui ai dit, tu vas être numéro 1. À l'âge de 20 ans, elle a commencé, ça arrive dans une période scolaire où ça va mal. Elle a eu peut-être un petit copain, un machin, etc. Elle était numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et elle m'appelle un matin, elle me dit, papa, on m'a volé la voiture. C'est dramatique, il n'y a plus de voiture. Je dis, non, il n'y a personne qui te l'a volé, ma fille. Elle me dit, comment ça? Ah, t'avais récupéré. C'est moi qui est venu la récupérer avec une dépanneuse. Mais pourquoi? Elle marche très bien. Non, t'as pas compris, ma fille. T'es numéro 4. Donc l'appartement, tu vas devoir le laisser à la fin du mois. Ton cheval, je l'ai emmené ailleurs. Mon cheval, machin. On ne s'est pas parlé pendant 1 an. 1 année. Je lui dis, tu me reparleras que lorsque tu seras numéro 1. Si tu veux
être demain caissière ou travailler au McDonald's ou machin, j'ai aucun problème. C'est ton choix de vie. Ce n'est pas une critique. Attention, j'ai du respect, je suis fils d'ouvrier, donc je parle à vous. Bien sûr. Tu choisis. Mais si tu veux le luxe, tu dois en payer le prix. Le prix, c'est le choix. Et le choix, c'est toi. Et parce que pourquoi Tu depuis n'as pas écrit sponsor. Ouais, depuis son plus jeune âge. J'ai bossé, j'en ai chié. Voilà. Donc, comme tu dis, tu donnes, et par contre, si derrière ça j'ai suit tout pas, repris. tu sers la vie. Pendant un an, on a parlé. Elle s'est retrouvée en colocation à dormir sur un canapé, à prendre le bus et à se retrouver sans voiture. Elle avait jamais connu ça. Jamais. Je te Donc elle est dis passée pas. du tout au tout. De tout à rien. Sa mère m'a appelé, m'a supplié, j'ai coupé la pension alimentaire. Ah ouais. Attention, c'est pénal. J'ai dit, je vais me salarier à temps. On viendra sur l'inadéquation fiscale à l'époque. J'ai été une barre de fer pendant un an. J'ai dit, bah, foutez-moi un procès, je m'en fous. J'irai à Luxembourg. J'irai ailleurs, en Belgique, peu importe. Et donc ça, c'est une leitmotiv. Donc pour revenir, on revient à l'école, on revient tout ça, on fait une marche arrière, on revient dans l'agence immobilière. J'avais 18 ans, 19 ans, je roulais en Ferrari, je roulais en Porsche. Ouais, donc là, voilà. J'avais l'oseille, j'avais la... Et alors, je te dis pas, j'arrivais en boîte, parce qu'on a connu à l'époque les bains-douches avec David Guetta. On faisait la fête, on allait à l'Empire, il y en a qui se reconnaîtront, machin, on faisait des courses sur l'autoroute à 200, donc t'as 250. les plus belles années, les années 90. Extraordinaire. On est en 91, 92, c'est ça? Je te parle pas des commissions au black. Ok. Mais à l'époque, c'était ça. Non, mais on s'en fout. Putain, mais c'était ça. Ouais. Attends, aujourd'hui, t'es un criminel. À l'époque, t'étais pas un criminel. Ouais. Ah ouais, je veux dire, on t'avait des sacs en plastique remplis d'oseille, bordel de merde. Les gens s'en rendent pas compte. C'était une autre époque. Les jeunes il n'y de avait pas maintenant, ça, machin, l'imposition, il n'y avait pas. Parce que tout le monde bossait. C'était une machine. La France, c'était la France. C'était. Waouh! T'arrivais en France, tu faisais de l'argent. La France, c'était les États-Unis. Quand tu me parles de faire fortune et d'aller aux USA, c'était la France, en plein cœur de l'Europe. On a la bouffe, on avait le style, on avait tout. Aujourd'hui, ils sont tous en vas-y, des Nike, des machins. Non, mais c'est plus ça. La classe, on était la classe. On a perdu ça, tu penses? Évidemment. On a perdu de... Et tu ne penses pas que c'est peut-être les petites vestes, les machins. C'est peut-être la jeunesse aussi, c'est une autre époque, quoi. C'est un autre style. C'est un autre style, ouais. Mais pour moi, ça n'a pas de style. Pour toi, ouais, c'est pas la classe à la française qu'on connaît. En Italie, même les jeunes, ils arrivent, ils ont les petites vestes croisées, les tops. En Italie, c'est resté encore... ils sont restés un peu dans le style... Ouais. C'est la classe. Ferrari. Et en France, tu crois, c'est quoi? C'est du streetwear. C'est devenu la zone pour moi. Bon, enfin bref. Donc là, c'est la belle vie. Donc c'est la belle vie. Tu gagnes ta vie d'agence. Par contre, j'ai loupé une période de la vie, tu vois, parce qu'on parle et parce que je veux aller vite, mais il y a une période où j'ai appris vachement et il faut en parler parce que c'est une communauté qu'on parle très peu, mais qui a été pour moi super positive. Quand je faisais mes voitures, quand je faisais tout ça, j'ai appris à parler aux clients. Écoute-moi bien. J'ai appris à parler aux clients, à m'exprimer en faisant une chose. De 14 ans à 17 ans, quand je faisais les marchés, j'étais avec ce qu'on appelle les forains. Et ça, il y en a peut-être qui se reconnaîtront dans la communauté foraine. Il y a de tout. Il y a des bandits, il y a des bons, il y a des crapules, et puis il y a des gens bien. Comme partout, bien sûr, en France, comme dans tout. Mais ils m'ont appris beaucoup. Alors, j'étais avec des posticheurs qui vendaient des services. J'ai vendu des services d'assiettes, de trucs, de machins. Ah, messieurs, dames, machin, etc. J'ai appris. C'était la meilleure école pour toi. Ça a été une des meilleures écoles. J'ai appris, donc, avec des posticheurs. J'ai appris à vendre de la vaisselle. J'ai appris à vendre des robots cuisine. J'ai appris à vendre des ménagères, des couteaux. Et il y en a, si je me mets là, je dis, tu pénaves le cavallo romanesque. Je parle le gitan un petit peu, tu comprends? Je sais parler ça aussi. J'ai appris avec les tapis. Les tapis, c'était quelque chose. Alors oui, il y a eu des escroqueries comme partout, des trucs, des machins, mais en général, les gens du voyage vendaient vraiment des belles pièces. Bien sûr. Ouais. On faisait des expositions de tapis. Et là, j'ai appris ce que c'était que le business. Parce qu'ils, c'est des businessmen. Ils prenaient la vente d'un tapis et prenaient 20 chèques, 15 chèques. Incroyable. Et après, les donnaient à un autre, ils faisaient de la décaisse, de machin. Il y en a qui déclaraient, il y en a qui déclarent un peu moins.
vivre, c'était pas mal. Parce que j'ai vécu un petit peu dans une caravane pas longtemps, j'ai vécu avec eux, je sais ce que c'est, mais il y avait ce synonyme de liberté. Et là, c'est une la famille. communauté, Les gens du voyage, c'est très la famille. famille. Et bon, il y a des jalousies entre eux aussi, mais la voiture, le luxe, le truc, le machin. Et c'est des bosseurs. Et c'est des bosseurs. C'est des bosseurs. On peut dire tout ce que tu veux, c'est des bosseurs. Bien sûr. C'est des vrais Et bosseurs. j'ai appris énormément. Donc pour avec toi, eux. c'était la meilleure école, enfin. J'ai appris avec eux. Ouais. Ça, c'est juste avant donc l'immobilier. C'était avant l'immobilier et la vente des voitures. Donc c'était sur les marchés, en gros. Ouais. Vous avez Bah, quand je faisais les marchés, Voilà. au départ, je sortais le poisson, les trucs, les machins. J'en avais ras-le-bol de vendre des dit, fruits ouais. et légumes. Et puis, je voyais un posticheur qui faisait un truc fou et puis donnait des tips à tout le monde. Tu le voyais, Et ouais. Tu t'es dit, lui, il fait de attends, je l'argent. vais voir, il faut que j'aille voir. Et c'est comme ça. Donc, c'était un moment, c'est pour ça que je voulais revenir à ça. Alors, Très bien. on repart maintenant de 18 à 19 ans. Donc là, c'est la belle vie. Tu sors, donc les bains-douches, on est dans les années 90. Carte. Ok. Et en 1991, j'arrive chez le père Bolognini, importateur Lamborghini. J'achète ma première Lamborghini Diablo que tu as vue jaune. On va vous passer la... Hey, Lamborghini jaune, Ouais. cash. Pas gna gna gna, Magnifique, ouais. cash. Je faisais un fric fou, je bossais comme un dingue. Et en même temps, la guerre du Golfe arrive. Ok. Alors entre les deux, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme tous les couillons. J'ai acheté un premier appartement. L'appartement, par contre, je ne l'ai pas fait comme les couillons. Je l'ai fait à la mode des gens du voyage. Je me suis imprégné d'eux. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris mon premier studio. Il faisait 39 mètres carrés. Je l'ai coupé en caravane. J'ai fait 2 portes à l'entrée et j'ai fait 2 studettes. Très bien. Et ça a commencé comme ça. Regarde, ça m'en donne encore des fruits. Ah ouais. Mais d'ailleurs, c'est ce qui se fait beaucoup Et maintenant. mais ça, Ouais, à la découpe. voilà. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'étais précurseur, donc je faisais ça. À l'époque, ça se faisait pas trop, ça. Il n'y a personne qui faisait ça. Donc, je faisais mes appartements et je les louais. Et j'étais un peu faisant. Donc, c'est pour ça que quand j'avais des belles propriétés, j'étais le Airbnb local. C'est-à-dire que je passais des annonces à l'étranger. Et pendant qu'il y avait des clients qui partaient avec des superbes propriétés, quand ils en avaient une ou deux que ce n'était pas la propriété même, j'étais un salarié, j'étais un enfant. Pas l'encrement, c'était... Mais je louais la maison au black. Ok. Pendant qu'ils étaient partis avec tous les services. Ah ouais. Et après, j'arrivais, parce que quand j'arrivais pas à la vendre parce qu'ils étaient trop chers, je laissais pourrir le bébé, mais moi je voulais faire de Mais l'oseille. derrière, tu faisais quand même de l'argent. Je louais. Ok. Oh, j'étais un salaud, j'avais un train de vie de T'as jamais eu de malade. soucis avec ça? Non, mais le problème c'est que j'avais trop de dépenses. Ok. J'étais qu'avec des modèles. Moi, mon truc c'était des top modèles, fallait qu'elles soient belles. Donc je prenais que des avions de chasse, Donc toi, des brunes, des blondes. Moi je voulais que Et des blocs à côté de t'as moi. pas d'addiction, donc tu sortais, tout ça, mais ton J'ai addiction, jamais c'est- fumé de pas. J'ai jamais pris de ma vie. J'ai jamais pris de tout le monde le sait. J'ai jamais fait ça. Mon leitmotiv, oui, champagne, je me suis bourré la gueule. Oui, Ouais. champagne, fête, vodka, whisky. Nous, c'était le temps du JB Coca. Le whisky Coca. Voilà ce que c'était. Mais j'ai des copains qui fumaient des pétards. Ouais. Ça n'a jamais été mon truc. J'ai testé une fois, j'avais envie de vomir, ça tournait, j'ai dit laisse tomber, c'était- je maîtrise pas. Ça, En c'était les vérité, femmes. Ton addiction, c'était les femmes. c'était clair. les femmes et c'était surtout pas l'alcool. C'est-à-dire j'arrivais à un pacte. En vérité, quand je maîtrise plus, c'est comme en voiture. Je suis à côté, je vais rien dire, mais en vérité, je subis. J'ai horreur de subir. Ouais. Je n'aime pas subir dans la vie. Ni en femme, ni rien. Dans tout ça, je n'aime pas subir. C'est pour ça que je dis la vie est une question de choix, parce que j'aime pas subir. Il y a des gens qui arrivent à subir. J'ai subi les dernières 14 années pour mes enfants. Pour Alicia et pour Alessandro, j'ai subi un tyran, une femme. Parce qu'elle était belle, parce qu'elle m'a attiré, et j'ai des subis. Et j'ai dit plus jamais de ma vie, ça sera ça. Je l'ai fait pour mes enfants parce que je voulais pas redivorcer, je voulais pas me reséparer. Je me suis culpabilisé. Et ce qu'il faut jamais. Jamais se culpabiliser. Ça va, vous donnez les règles. Ça va pas, bye bye. Il faut pas se pourrir. J'ai perdu. D'un côté, j'ai 2 enfants extraordinaires, Oui. mais de l'autre côté, j'ai pourri. J'ai bouffé 14 ans de ma vie comme une glace, comme un ice cream. Ouais. Des Et causes. pour qui? Pour une grossesse qui est partie avec tout. Je ne vais pas dire le mot vulgaire de ce que c'est, mais c'est... Voilà. Mais du coup, alors, pour en revenir, donc les années 90, donc tu t'éclates et tout ça, tout fonctionne. Tout Donc l'agence, t'es toujours employé dans l'agence? Non. J'arrive à être partenaire dans cette D'accord. agence qui s'appelle Dolvin Immobilier avec Angelo. Mais on n'arrive pas à se comprendre parce qu'il y a un autre associé. Et là, on arrive dans une période un peu difficile. On arrive après avec la guerre du Golfe. Je suis bourré de crédit.
Et la guerre du Golfe arrive. Et là, l'immobilier se casse la gueule. Et puis, je dois de l'argent. URSSAF, de TVA, des charges, NIRCRA à l'époque, ça s'appelait. Et je suis très mal. Et puis, on commence à me saisir la Porsche, on me saisit les comptes, on me saisit l'immobilier, et je suis mort. T'achètes l'appart, tu le divises en deux. Il est saisi. Il est saisi. Tout est saisi. J'en ai 6 qui sont saisis. Je suis mort. Plus rien. On est en 93, j'ai plus rien. Il me reste cette Ferrari devant la porte. Et j'ai dit, si je vais me la faire cuire, je suis mort. Et mon pote, donc, qui est marié avec une foraine, il me dit, écoute, je vais à Luxembourg, viens, on va peut-être te la vendre. Ouais. Elle n'est pas à crédit. Mais je dis, si j'ai un gage, c'est terminé. Je saute dans la 328, j'ai pratiquement plus rien. Je dois avoir l'équivalent 1000 francs, 1000 euros. Direction Luxembourg. Et Luxembourg-Ville, Capellen. Et là, ils m'emmènent dans une fiducie. Je ne savais pas ce que c'est qu'une fiducie, parce que j'en ai une. Création d'entreprise, vente d'entreprise, achat, comptabilité, etc. Et l'autre, il m'offre la Ferrari, mais il ne m'offre même pas le quart du prix. Je dis, non, je ne suis pas vendeur. On s'engueule un petit peu avec mon pote Jean-Yves à l'époque, et il continue, il fait ses immatriculations au Luxembourg pour des gens du voyage, pour des tas de choses. Il propose d'être immatriculé avec des contrats de location. Enfin, c'est un truc classique qu'on voit aujourd'hui, qui est devenu... Alors, il y a une façon légale, il y a une façon non légale, j'en parlerai après, pour ne pas avoir l'inadéquation pour ces jeunes qui veulent faire ça aujourd'hui. Bon, après, je me balade dans la ville, et puis je vois un gros concessionnaire BMW, puis je vois une 400i. Alors, une 400i, c'est quoi? C'est la Ferrari que vous retrouverez dans c'est l'histoire de deux frères qui a une maladie, etc., qui est avec notre Tom Cruise national. Tu verras, à l'époque, c'est une 400i, et voilà. Donc, je vois une 400i, je m'arrête, et je me garde devant. Et là, je tombe sur un monsieur, machin, je dis, où est le patron? Et donc, il me dit, là, à l'intérieur, je vois des séries 7, je vois des trucs diesel, je vois des machins. Je vois une petite blonde, une petite secrétaire. Apparemment, c'est sa fille, un avion. Belle. Je suis arrivé avec la Ferrari, machin, etc. Et je demande au patron, je dis, vous seriez repreneur de ma Ferrari? Il me dit, mais pourquoi? J'avais pas lui dire j'avais les casseroles. Je dis, je suis en train de me séparer, je divorce, c'est terminé. On s'est fini et j'ai dit, j'ai besoin de me racheter un diesel. Alors, ce que je ne vous avais pas dit, c'est comme je calcule tout, je m'étais aperçu que dans 2 pays, on n'aimait pas les diesels à l'époque, c'était en Allemagne, mais surtout au Luxembourg. Luxembourg et la Belgique, Luxembourg, vous aviez des grosses taxes. Et nous, pays du diesel en France, on adorait. Donc, je me suis dit, je vais trouver une solution. Et le mec me dit, non, je ne suis pas preneur de votre Ferrari. Je dis, mais on peut faire un échange. Je dis, je reprends ça. Je reprends tous les diesels. Le mec, il a la banane. Ouais. Celui-là, le français, je vais me le défoncer. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que moi, je sais comment ça se passe sur la centrale des particuliers. Parce que ma petite centrale des particuliers, je l'avais toujours dans ma poche. 2 jours avant. Donc, je connais le marché. Je regarde série 7, 60 000, 7 machin, Finalement, je ne fais pas un coup. Je vends plus cher la Ferrari que je l'avais achetée. En faisant des échanges, en prenant des voitures cadavres pour eux, invendables. Et je discute avec sa fille, qui s'appelait Émilie d'ailleurs, et je m'en souviendrai, et je discute avec elle. Puis je l'invite à déjeuner, machin, etc. Elle permet de me retourner un vrai, bon finalement je sors avec, etc. Et elle s'occupait donc de toute la partie des OR, des trucs, des machins, donc elle m'explique toutes les voitures difficiles à vendre au Luxembourg. J'apprends en même temps, puis elle est bien, on passe du bon temps, avec du respect, tout va bien. Et donc je fais mon échange, je passe au bout d'une semaine, je fais la désimmatriculation, je retourne en France. Donc je les mets sur la centrale, mais pas évident à vendre, parce que plaque luxembourgeois, Luxembourg, c'est... Je dis putain, j'arrive pas à les vendre. Donc qu'est-ce que je fais? Je décide de les mettre dans une vente aux enchères. Je connaissais pas du tout ça. Donc je m'en vais à Saint-Pierre-Fit, il y a une vente aux enchères, je vais voir le type, je dis écoutez, voilà, je voudrais faire une vente volontaire, voilà mon prix. Je me dis comme c'est invendable, je dis on va essayer d'être un petit peu en dessous le prix. Je viens avec 4 voitures. J'appelle 4 copains, ils m'aident, je faisais des allers-retours, et je les dépose. Oh, première vente aux enchères. Vendu, mais dans l'heure, les 4. Diesel recherché. Mais un truc de fou. Et je regarde la truc, je vois 200, 300 voitures de vendeurs. Je dis, ok, je vais être commissaire-priseur. Commissaire-priseur, moi, c'était impossible.
Mon pote, il me dit, mais arrête, mais t'as pété les plombs, mais t'es impossible, t'as pas étudié, t'as pas machin. Donc là, attends, donc ton but, c'est de te relever de tous tes problèmes. Et de payer un peu les ardoises, parce que je Voilà. vois un paquet. Voilà, t'as des dettes de partout, donc t'es... Pour l'instant, on je t'a pense à poussé mon oseille en et premier. tu t'es dit, là, faut que je me sauve. Je me Solution sauve. pour me sauver. Donc, qu'est-ce que je fais? Résidence au Luxembourg. D'accord. Parce que quand tu as des dettes et que tu es à l'étranger, c'est beaucoup plus dur pour aller te les saisir. Et après, tu peux discuter avec ces gens. Parce que n'oublie pas que les banquiers sont des commerçants. Alors, je sais qu'il y en a qui vont être choqués. Mais c'est des bandits. Ils vont te mettre 10, 20... Regarde ta carte bleue, regarde ce que tu payes en France. Regarde les agios. Le banquier, il vit de quoi? De t'avancer de l'oseille. C'est un commerçant. Regardez-les pas comme... Ah, monsieur le banquier. Non, monsieur le banquier, c'est un bandit. Il prend son oseille. Et en plus, il vit sur la misère du monde. Alors, plus les mecs, ils ont du découvert, plus il va leur prendre de l'oseille. C'est pour ça qu'ils vont diriger le monde avec la crypto. Et ils vont nous diriger avec plein de choses. Le monde entier est dirigé uniquement par l'argent. Les guerres, le reste, pour ceux qui pensent que je suis complétiste, c'est pas du tout ça. L'argent, c'est le nerf de la guerre, malheureusement. Ouais. Donc, à partir de là... Donc, tu pars au Luxembourg? Je pars au Luxembourg. Je me mets avec la petite, d'ailleurs. Donc, mais je quitte la France avec des casseroles des huissiers. Des tonnes d'huissiers dans la boîte aux lettres. Saisissez tout puisque vous avez tout saisi. Vous allez me saisir quoi? Il n'y a plus rien. Saisissez. Donc toi, ton idée, c'est de partir au Luxembourg? Je pars au Luxembourg, mais je veux revenir pour faire monter une salle des ventes aux enchères. Alors, je fais plusieurs salles des ventes aux enchères. Stein, Pierrefitte, machin, la National 7, tata. Pas mal, mais rien d'extraordinaire. Et j'arrive à Nogent-sur-Marne, une petite étude qui s'appelle Monsieur le commissaire Berlinguet, s'il se reconnaît. Je ne sais pas s'il n'est pas mort, j'espère que non. Et il a une petite baraque avec une étude, et il y a des voitures devant. Et que des voitures allemandes. Il aimait les voitures allemandes. Donc, je lui amène des voitures allemandes. Pourquoi? Parce que Nogent-sur-Marne, mieux que Stein, meilleure qualité, meilleure oseille. On est dans le 94, Vincennes, Saint-Mandé. Voilà, c'est une petite ville d'Île-de-France, dans le 94. L'argent. Donc, je ramène que des séries 7 du Luxembourg. Je te dis pas ce que je me dis là. Et je le regarde et je dis, monsieur le commissaire Berlinguet, comment je peux faire pour être commissaire-priseur? Il me dit, jeune homme, il faut retourner à l'école. Je dis, non, moi, je peux pas. Il me dit, il faut être clerc de commissaire-priseur. Mais il me dit, vous pouvez m'amener des... Est-ce que je pourrais vous amener 50, 100, 200 voitures? Il me dit, jeune homme. Il me dit, écoutez, j'habite à Nogent-sur-Marne depuis plus de 40 ans. Si vous trouvez... Parce que tu peux pas prendre un commissaire-priseur et lui faire une vente, par exemple, à Versailles, parce qu'il y avait un problème de territorialité. Donc, il fallait que ça reste de 94. Sur le secteur, ok. Donc, Joinville, le machin, etc. Je cherche partout des locaux pour mettre 150, 200 bagnoles. Je vais dire, mais pourquoi il est fou? Non, j'avais une idée dans la tête. C'était déjà de faire tapis. C'est-à-dire que j'avais repris de la santé, j'avais économisé, j'avais l'argent de la voiture de la Ferrari changé dans les séries 7, je m'étais refait de l'oseille, je roulais, je m'étais repris une carrière à deux quand même, histoire de rigoler. Donc, il s'est passé quand même une petite année et demie, 1 an et demi, pratiquement 2 ans. Et là, folie des grandeurs, comme d'habitude, je veux être commissaire-priseur. Donc, c'est pas possible. Je dis, c'est pas grave, je suis organisé les ventes aux enchères. Et lui, il me dit, Laurent, si vous arrivez à avoir une salle des ventes aux enchères, je vous apprends le métier, vous serez mon clerc de commissaire. On n'avait pas toute la rigueur de ce qu'il y avait aujourd'hui. Donc, tu n'avais pas besoin de diplôme, de trucs. Clerc de commissaire, c'est-à-dire que j'étais avec lui, j'étais son clerc. Ouais. Sur les 10,94, il me reversait un pourcentage. Okay. Et moi, j'étais son apporteur d'affaires. Et là, je cherche 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois. J'ai tout fait, le DEP, le machin, je faisais du porte-à-porte. N'oubliez pas que j'étais agent immobilier, enfin que j'étais négociateur. Bam, bam, bam. Rien. Putain, j'étais vert. Et là, un soir, je m'en rappelle, j'avais fini avec la petite blonde qui m'emmerdait et qui voulait se marier. Et je voulais pas, à l'époque, j'étais jeune. Quand t'es jeune, tu vas pas te marier. Et donc, je rencontre Samantha, une Italienne avec elle était superbe. Elle était superbe, brune, un avion de chasse. Et elle me fait tarder. Et à l'époque, on avait les gros téléphones, hein, pas ça. Hein. On avait la valise. Radiocom 2000, ne quittez pas. Hein, c'est 1 kilo, hein, je te dis pas. Dans la Porsche, je l'avais mis en fixe. Et je l'appelle. Radiocom 2000, ne quittez pas, ne quittez. Ah, rien. Je dis, mais où elle est, cette garce? À l'époque, je fumais.
Une clope, je sors dehors, j'ai putain, un quart d'heure, 20 minutes. Je rappelle chez les parents, non, elle est partie, elle est en transport. Donc j'allais la chercher à la gare. Donc de Nogent-sur-Marne, ça s'invente pas. Et je regarde comme ça. On est dans le parking du RER. Merde. Je compte 1, 2, 3, 4, 5 étages. Je suis en apport, je sors, j'arrive à la guitoune. Il y a un gros black énorme. Super sympa. Il me dit, vous faites quoi? Je dis, écoutez, chef, j'aimerais vous voir. Vous voulez gagner un peu d'argent? Ah, puis oui. Je dis, c'est légal, hein, vous inquiétez pas. Donc je lui donne l'équivalent de 50 € et je lui redonne 50 €, l'équivalent de 100 €. C'est qui le propriétaire? Je dis, il me dit, ça appartient à... C'est un particulier ou ça appartient à l'État? Non, c'est un particulier. Et je dis, vous êtes plein, là, les 4 derniers étages? Il me dit, non, il m'a dit, le week-end, on a le premier, le deuxième, sinon c'est le premier. Je dis donc, il a un problème de place? Il me dit, ouais, ça marche pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup qui prennent l'autoroute et machin, etc. Ouais. Je dis, vous avez le nom du boss? Elle me dit, je peux pas vous le donner. Tu ressors un... Il me dit, je t'ai pas vu. Je dis, moi, je suis clerc du commissaire-priseur. Je me présente. Je mens et on dément. Il me donne le nom du propriétaire. Okay. La gonzesse, elle arrive, avec du retard. Il dit, je suis désolé, je l'écoute. Je te remercie, je t'invite où tu veux ce soir. Je t'ai invité. Le lendemain matin, coup de téléphone au boss. Bonjour, Laurent Fernandez, clerc de commissaire-priseur du commissaire Berlingui. Je me permets de revenir vers vous car je souhaite louer vos 4 étages. Je sais que vous avez des problèmes tout le week-end. J'ai fait une étude du marché. J'ai vu que ça fait quand même maintenant plus d'1 an où vous avez perdu Calberson à côté. Je sais que vous avez les 4 derniers étages. J'aimerais vous louer les 4 derniers étages à un vil prix, cher monsieur. Tu vois comment on parle? On parle de la zone et on peut parler comme quelqu'un de bien. C'est important. Il faut savoir parler aux gens. Et donc le mec il me dit, bien entendu, monsieur Fernandez, on peut se voir à 14 h. Mais bien entendu, cher monsieur. J'arrive chez ce monsieur, je m'en rappellerai, Simon Haddad. Un juif. Mais alors, un rat, mais exceptionnel. Il était bon, parce qu'il m'en a appris. Il était bon. Il faut tout, je te dis, dans la vie, j'ai rencontré des gens de tous les horizons et de toutes, je dirais... des différences. J'ai rencontré des musulmans avec qui j'ai fait des super affaires. J'ai rencontré des juifs, j'ai rencontré des cathos, j'ai rencontré des orthodoxes, j'ai rencontré même des bouddhistes. Non, tu vois, en Asie, mais ça on en parlera dans une peut-être encore autre chose, parce qu'il y en a tellement. Alors il y en a qui vont te dire j'ai 20 vies en une, c'est du mytho. Non, je vais te montrer tout. Moi j'ai rien à cacher. Tout ce que je dis, c'est vrai, c'est fait. Parce qu'on peut, quand on t'entend, t'es un vrai personnage, donc tu te dis c'est. Certains peuvent se dire c'est de la fiction, c'est pas possible. Tout le monde, j'ai tout, j'ai des photos, j'ai des statuts, on a les photos qu'on va... De toute façon, c'est tout, j'ai même la compagnie d'hélico, je vais tout expliquer, tout le monde sait. AMF, ça s'appelait AMF, il y avait Alezra, Milojevic, Fernandez. Et moi j'ai dit, c'est une vraie association de malfaiteurs, parce qu'on avait un juif, Alezra, on avait Zoran Milojevic, donc un Yougo, et puis alors un vrai de chez vrai, et puis moi, un immigré Fernandez. Donc AMF International, on l'avait appelé. Et donc, alors j'en ai pas créé une, j'en ai créé 2. Alors on y vient. Donc, je signe avec Haddad. Je retourne voir le commissaire Berlingui. Je dis, dans 2 semaines, on organise la plus grande vente aux enchères de 350 véhicules. Il me dit, quoi, Laurent? Je dis, oui, vous m'aviez dit, vous avez une parole, monsieur le commissaire. Oui, il me dit, oui. Je dis, vous avez une parole. Vous avez un emplacement pour votre nouveau. Elle me regardait, elle me dit, quoi? Je dis, voilà, on va faire 350 véhicules. Vous m'avez dit que je serais clerc commissaire. Et là, on a vu que c'était border parce qu'en vérité, clerc de commissaire-priseur, il fallait que je retourne étudier beaucoup de choses. T'étais obligé d'avoir le diplôme. Ouais. Alors, comme je suis un salopard et que j'aime pas perdre, j'ai quand même acté avec lui et je lui faisais des remises. Première vente aux enchères, 389 véhicules adjugés. Écoute-moi bien. Je suis remonté comme une fusée. J'étais défoncé, donc j'avais ma société au Luxembourg. Et là, j'ai rappelé tous les huissiers. Et j'ai un huissier, donc je ne parlerai pas ici parce qu'il s'est devenu une sommité, mais il est devenu un copain, quelqu'un d'extraordinaire, car il voulait me saisir. Il était passionné de course auto, certains le sauront à l'époque, mais c'était un mec extraordinaire. Donc j'ai été voir tous ces gens et j'ai commencé à prendre des plans d'épurement pour rembourser les gens. Là, tu rembourses tes dettes. Je rembourse mes dettes. Avec le fric que je fais, je t'en parle même pas.
Donc, du Là, coup, t'as je trouvé monte un nouveau filon. un nouveau filon. Mais tu vas dire comment il a sorti ses voitures. Ouais, Et c'est là où j'en viens. Quand je suis remonté, j'ai pris ma Carrera 2. Je l'ai déposé chez le père où j'avais connu cette nana. Ouais. Je lui ai proposé un deal. Je lui ai dit, tu gardes tes papiers de toutes les voitures. Ok. Tu prends ça et je vais te donner 5% sur toutes les voitures. 5% sur cette série 7. Si je la perds, tu as l'argent pour payer. Tu gardes les papiers, tu ne me fais pas confiance, je te paye après quand l'adjudication elle est faite. J'ai fait 11 garages à Luxembourg. Incroyable. Tout ce que j'avais, j'ai mis jusqu'au dernier copec, comme on dirait à rue, jusqu'au dernier centime. Je n'avais plus rien. Je n'aurais même pas pu prendre le train pour rentrer. Je suis rentré avec le camionneur dans un porte-8. On est arrivé à Nogent, et là, j'ai eu la chiasse de ma vie, parce que je me suis dit, si je vends pas, T'es foutu. et j'étais foutu. Et j'ai fait mes 389 voitures. Et là, j'hurlais, regarde, j'en ai encore des... J'hurlais. Et ça y est, je suis reparti. Mais t'as c'était souvent été Vertiver all-in dans ta vie. Toi, t'es un mec, tu mets tout. Je mets tout parce que c'est de seule manière. J'étais un feignant avec des goûts de luxe. Et dans la vie, il y a pas de. Alors pour moi, hein, je parle, peut-être pour les autres, c'est différent. C'est tout ou rien. Avec une femme, je veux tout ou rien. Avec un business, je veux tout ou rien. C'est où je suis Clodo, ou je suis dans une Rolls. Ou je suis dans une Ferrari, ou je suis dans une Lamborghini, etc. Là, je suis encore Clodo à l'instant T où on parle. Pas de cette affaire-là, de ma vie en 2025. À l'heure actuelle, en 2025. Je gagne bien ma vie, mais c'est pas... Parce qu'on t'a vu arriver en Rolls tout à l'heure. Ouais, et alors, c'est un financement. Non, parce que les gens vont se dire, voilà, pourquoi il nous dit ça. Et je vais leur expliquer. Voilà. Et je vais leur expliquer avec quoi. Pour les gens qui se posent des questions. Et je vais leur expliquer, voilà. Non, mais c'est un fait. Mais déjà là, ils comprennent un petit peu, je pense, le cadre. Excuse-moi, t'explique. J'ai toujours la salle des ventes aux enchères. Toujours, ok. Tu fais tes ventes, t'as vu. Voilà. Et moi, j'étais reparti un peu en vrille. Les nanas, des filles. Donc tu reprends de l'argent, là, c'est Rola Belle Vie. Là, c'est Rola Belle Vie, et là, je me prends derrière Rod de nouveau, Lambo, machin, Ferrari, et puis là, je fais mal. Hein. Là, je tape. Et tout ça en ayant la société au Luxembourg, donc J'avais la société au Luxembourg pour diminuer les taxes en France. J'avais la société, donc AMF à l'époque, et AMF International, à Nogent-sur-Marne. OK ? Et je décide d'aller voir un copain qui, à l'époque, qui faisait les machines à sous. C'était pas très, et il avait les boîtes de nuit. Et on a décidé d'ouvrir la même chose à Brie-Contrebert. Pourquoi ? Parce qu'à Brie-Contrebert, le commissaire-priseur dont je tairai le nom se bourrait un peu la gueule. Ce qui me permettait de moi d'être au marteau, ce qui est tout à fait illégal. Aujourd'hui, je serais en prison. À l'époque, c'était pas comme ça. Donc, il m'appelait Monsieur le commissaire-priseur. Monsieur le commissaire-priseur Fernandez. Donc, on arrivait et on était à l'estrade. Et à l'époque, la seule chose qui m'a valu ce souvenir, c'est que mon père était venu, il avait un Classe G et qui voulait vendre. Il n'arrivait pas à le vendre. Et je lui dis, papa, viens, je vais te vendre ton Classe G. Donc, on a fait la vente aux enchères. Et j'avais appris tous les vieux trucs du vieux brigou des commissaires-priseurs. Alors j'ai du respect parce qu'il y en a qui vont me dire non, attention, je ne veux pas me retrouver dans les situations difficiles. Oui. Mais disons qu'il y a une façon de faire chauffer la salle. Voilà ce que je pourrais dire. Ok. Et les commissaires-priseurs... Donc ça, tu avais appris ça avant avec... J'avais appris et j'avais regardé les timides, je savais où il fallait faire. Et donc là, je prends le marteau. 10 000 à gauche, 10 000, 11 000, 12 000, 13 000, 15 000. Ah, monsieur avec la chemise blanche. Et je commence. Et là, je fais un numéro de Il faut préciser que c'est illégal, hein. On est d'accord. Non, le commissaire-priseur était à côté de moi. Ok, il est à côté de toi. Il est à côté de moi. Donc, tu peux pas. Mais comme je lui bourrais la gueule un petit peu, il est un peu torché. Et il est à côté de moi. Et lui, il a le marteau parce que ça. Mais c'est moi qui parle. Et lui, il tape. Sinon, ça serait illégal. Mais normalement, j'ai pas le droit de parler. Et c'est moi qui et c'est une vente record. Je vends des voitures, des Porsche, des Ferrari, je vends le Classe G de mon père. Et là, je vois dans les yeux de mon père que j'ai récupéré son respect. Là, je l'ai impressionné. Là, ça change la donne. Et puis, on est jeune, des fois un peu la grosse tête. Et puis, je me mets à faire ce qu'il ne faut pas faire, rentrer associé avec dans une boîte de nuit. Je veux le monde de la nuit, les nanas, le machin, je sais pas. C'est en ayant ton activité. Et là, je pars
c'est-à-dire que je travaillais la nuit plus le jour avec le week-end. Mais en vérité, ça va, on marche fort. Sauf que, bon, c'est un personnage exotique, boxeur, machine à sous, on approche du monde très exotique, je dirais dans des sphères très très exotiques, et je me laisse emporter du côté un peu obscur. Et puis, 3-4 ans après, on se fait tirer dessus en pleine nuit par